Deuxième partie des Pistonnés, le format magazine, bien évidemment, avec une interview, le décryptage. Notre invité, Théo Pourchère, qui sera bien avec nous pour toute cette deuxième partie. On va parler pas mal de F2, il faut le dire, dans cette émission. On va parler de ta saison, mon cher Théo. On va évoquer peut-être ton avenir. Si tu en sais un petit peu plus, ça, tu vas nous le dire, bien évidemment. Tes premiers pas en Formule 1. Et puis, on se posera une question un petit peu plus globale aussi pendant cette émission, autour notamment de la promotion de F2 à F1. Est-ce que justement l'ascenseur est-il en panne? Est-ce qu'il est bloqué, cet ascenseur, entre l'antichambre de la F1 et la F1? On attaque tout de suite avec le décryptage parce qu'on a dit, mon cher Théo, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. 2 ans, c'est très long. On a continué de te suivre, tu nous as fait vibrer, tu nous as donné quelques petites émotions, il faut le dire quand même. C'est l'heure bien sûr du décryptage pour revenir là-dessus. Alors le décryptage, mon cher Théo, la règle, elle est très simple. On a 3 thèmes. À chaque fois, je vais te poser une question qui va être certes froide, mais courte et simple. Et ce qu'on attend, c'est une réponse certes froide, mais courte et simple, bien évidemment. Tu nous dis ce que tu peux nous dire, et puis après, nos 2 amis, Tic et Tac, Brice Germain, Hamza Ramani, rentrent dans la danse et vont essayer de te tirer un petit peu les vers du nez. Premier thème, bien sûr. Premier thème, il va apparaître sur l'écran. Le premier thème, c'est ta saison du côté de la F2. On voulait faire un premier bilan avec toi. On a la chronologie justement de ta première saison F2. Tu découvrais la F2 cette saison. Ton problème de turbo à Bahreïn qui t'a coûté de gros points. Il y a cette pole, cette victoire en course longue à Monaco. C'était ta première participation à Monaco. Et là, j'avoue, tu nous as beaucoup impressionné. Tu nous as impressionné aussi malgré le coup d'arrêt du côté de Bakou, où on le rappelle, tu te fais sortir 2 fois par Tictoum, sans doute l'un de tes meilleurs amis désormais. Malheureusement, on en rigole, mais tu te blesses à l'occasion de ce Grand Prix de Bakou. Tu reviens à Silverstone, tu es très loin d'être à 100% et tu conduis avec la douleur. Là, encore une fois, malheureusement pour toi, des points de perdus. Et puis, une fin de saison qui est gérée à la façon Théo Pourchère, c'est-à-dire avec l'intelligence de jeu, cette gestion parfaite des courses, cette victoire en sprint, notamment du côté de Monza. On remarquera que les lieux mythiques, ça te plaît plutôt bien, hein, Monaco, Monza, on va dire que voilà, tu aurais pu faire plus moche. Et puis ce podium en sprint aussi également du côté de Sochi. Mythique. Nous l'a dit, du côté de pole position, désormais, objectif titre. On est à 6 courses en 2 week-ends de la fin de ce championnat. 58 points de retard avec Oscar Piastri. Théo, est-ce que tu y crois vraiment, ou est-ce que tu as laissé passer ta chance pour le titre? J'y crois vraiment, plus que tout. Pour moi, c'est faisable. C'est très dur, c'est un objectif. J'essaie de pas me focaliser trop sur le championnat. Et voilà, il reste c'est 3 courses par week-end, c'est des nouveaux circuits un peu pour tout le monde, à part Abu Dhabi avec quelques pilotes qui ont déjà roulé. Mais voilà, ça va être une fin de championnat intense. Et ça peut très vite tourner dans le championnat. On rappelle juste le barème, c'est 15 points pour une victoire en sprint, Exact. 25 pour une victoire en course longue, et tu as 4 points pour la pole, c'est 4 ça? points pour la pole et 2 points meilleur tour en course pour les 3 courses. Voilà. Donc 65 points par week-end. Ça va être tendu, mais bon, je peux au moins avoir un titre, je pense, vice-champion. Mais là, je peux encore être champion mathématiquement, donc je pense qu'à ça. Tout est possible. À quel point ça t'a aidé finalement de découvrir la F2 en fin de saison dernière? Alors, je pense que ça m'a quand même pas mal aidé pour ce qui est un peu des pit stops, surtout les premiers tours de course, gérer un peu les départs, tout ça. Après, il y avait quand même une grosse différence entre HWA et Hard Grand Prix. Et de ce côté-là, en termes de pilotage, conduire la voiture, ça m'a pas forcément aidé. C'était surtout pour les petits détails, on va dire, techniques. Mais voilà, les outlaps avec les pneus froids, l'entrée des stands, c'est des choses hyper compliquées. En F2, on n'a qu'une seule free practice. Donc pour s'entraîner, c'est compliqué. Moi, j'ai une question par rapport à une déclaration qu'a pu faire Christian Lundgaard sur le fait que tu ferais pas une si bonne saison que ça. Donc son coéquipier à lui, qui lui met... Tu veux qu'on dise la cote exactement? Quelques points, tu l'as? Je crois que je l'ai de tête. Ouais, parce que c'est pas quelque chose qu'il a crié dans les médias, mais qu'il dit en off, notamment si aux médias de son pays. Il dit voilà, si on retire la victoire de Théo Pourchère, je vois pas pourquoi à Monaco, je vois pas pourquoi il y a autant d'enthousiasme autour de Théo Pourchère. Voilà, si on retire les 7 titres à Lewis Hamilton, oui, c'est pas un si bon pilote. Ça fait de la mauvaise foi. Donc, moi, par rapport à ça, je te pose une question assez simple. Toi, estimes-tu que actuellement, sans penser à ce que tu pourrais faire, mais maintenant, tu fais une bonne saison de F2?
pour moi, je suis vraiment satisfait de ma saison. Je suis au courant des erreurs que j'ai pu faire. Ça arrive. Je suis rookie, même si Piastri aussi il est rookie. Après, voilà, il a plus d'expérience en monoplace que moi, etc. Mais je suis satisfait. La blessure pour les mécaniques à Bahreïn, la blessure à Bakou, les mauvais départs à Silverstone, plus rouler encore blessé. Franchement, c'était limite de rouler à Silverstone, mais j'ai tout donné. Je voulais pas perdre de points. Mais ouais, je suis satisfait. Honnêtement, je suis très content. Et 5e au championnat à la fin de l'année, tu seras satisfait ou pas? Je serais pas déçu. Je serais pas déçu, mais pour moi, en fait, je me vois pas finir 5e. Tu vois, je sais déjà que l'issue, ça sera pas ça. En tout cas, je vais tout faire Ah, pour. tu le sais, d'accord. Ouais, en tout cas, moi, Le je donne débitmètre tout. chez Hart. C'est surtout moi, je me suis mis en mode fin de saison. Voilà. Comment tu te prépares pour Jeddah, qui est un circuit que personne ne connaît? Exactement, très compliqué. Pour être honnête, à part du jeu vidéo sur Assetto Corsa, il y a un modèle de circuit qui est plus ou moins réel. Et encore, on ne sait pas exactement si c'est vraiment réel. Je vais essayer de faire ça, regarder des vidéos pour voir juste comment ça tourne. C'est hyper important quand même. Et par contre, Simu de F1, je sais que Sauber n'ont toujours pas le circuit. Parce que c'est impossible de le scanner, c'est impossible, ils ont peut-être des plans, mais ça va être à peu près bien, quoi. Et à Hard Grand Prix, je pense qu'on aura un circuit aussi, mais ça sera pareil, ça sera un peu l'improvisation. Mais du coup, sur Assetto Corsa ou sur autre, mais à quoi ça te sert finalement? C'est apprendre les virages, la manière. Mais au final, si t'as pas, sans même parler du côté niveau data, d'adhérence, le côté, de dégradation, on parle peut-être de banking ou de. Comment ça se passe? Est-ce qu'au final, c'est vraiment utile? Alors, pour Jeddah, je pense que voilà, ce qui va être vraiment utile pour moi, c'est vraiment de connaître le tracé, les virages, comment ils tournent. C'est pas de m'améliorer au niveau pilotage, de connaître les points de repère, de voir s'il y a tant de banking ici et tout. De l'apprentissage. Voilà, c'est vraiment là, personne connaît le circuit. Je veux dire, c'est vraiment, tu vois, le connaître par cœur. Voilà, le virage, c'est un 90, le 1, ensuite un droite, ça fait des S comme ça. Et au moins, on arrive au tour de piste, on sait déjà comment ça se passe. Et en free practice, on sait que quand on part pour le premier tour poussé, voilà, on connaît le circuit plus ou moins. Et par contre, ouais, c'est pas une préparation normale, quoi. Alors, Est-ce qu'on peut dire que Oscar Piastri, excuse-moi, tu voulais continuer mais peut-être vas-y, sur non, Jeddah mais juste une dernière question Vas-y. sur Jeddah, un peu comme Bakou ou Singapour avec ses murs à l'extérieur. Est-ce qu'on conduit différemment sur ce. Enfin, comment? Je sais que oui, mais comment on conduit différemment sur ce type de circuit par rapport à Sochi, par exemple? Bah, c'est vrai que c'est pas simple. Voilà, tu sais que si tu bloques la roue ou tu fais une petite erreur, tu peux aller taper le mur. Donc tu roules avec une petite marge de sécurité quand même. Mais après, il faut que ça soit le plus naturel possible parce que tu vas très vite voilà, trop en mettre et te cracher et pas du tout assez en mettre et tu es à 1 seconde des temps. Donc c'est un peu plus du rallye, j'ai envie de dire. Parce que tu conduis un peu voilà, avec les sensations, c'est pas trop les datas, c'est pas trop le simulateur. Et c'est pas mal après. C'est un peu comme ça que tu as pris Monaco, non? C'est exactement comme ça. Monaco, pour être honnête, je connaissais pas du tout le circuit. Le premier outlap que je fais à Monaco, pour moi, j'allais déjà trop vite. Je me suis dit, oh là là, ça tourne partout, la voiture ça vibre et tout, c'était n'importe quoi. Je me suis dit, oh là, ça va être un week-end compliqué. Théo, Et Johan puis, Paul. Quoi? Voilà. Puis là, la pole, j'ai tout donné. C'était à la limite et tout, mais bon, c'était très plaisant et c'était un truc de fou. Est-ce que tu prendras plus. Putain, Vas-y, pardon, je t'en prie, désolé. Hamza. Non, mais vas-y, Est-ce que- vas-y. dernière question sur la fin de saison. Est-ce que tu prendras, on parlait tout à l'heure par exemple de Lewis Hamilton, est-ce que tu prendras plus de risques? Est-ce que tu es en position pour prendre plus de risques que tes concurrents? Est-ce que tu peux te permettre une prise de risque supplémentaire que tu n'avais peut-être pas en début de saison par rapport au titre? Parce que là, l'objectif, clairement, C'est c'est une de... excellente question Ouais. d'ailleurs. Exactement. Toutes mes questions sont excellentes. Non, mais c'est une très bonne question parce que voilà, moi je pense que du côté de Piastri ou de Zhou, ça va plus se mettre, ça va changer, je T'as quelque pense. chose à perdre pour Piastri. par Exactement. exemple. Je pense que de leur côté, ils vont être un peu plus sur la retenue et les erreurs peuvent arriver plus facilement comme ça pour moi. Après, moi, j'ai rien à perdre et je prends week-end après week-end. Je vais arriver à Jeddah, je vais essayer de me mettre bien en marche aux essais libres et ensuite qualif, je sais ce que je dois faire. C'est vraiment pole et victoire. Puis Théo, il a l'expérience de l'an dernier, c'est-à-dire que la F3, Piastri était loin devant, et à force de se mettre un peu des coups de roue avec Ouais. Logan Sargent, Théo est revenu très très proche du titre parce que Piastri avait mal géré son avance. Donc au final, il y a Après, cette chance-là. Ouais, vas-y. non, mais après, voilà, tu vois, ça peut être complètement l'inverse. Et je veux dire, il va faire une fin de saison aussi incroyable et gagner des Jeddah. Mais
moi, je me focus à 100% sur le rattraper et je pense que c'est faisable. Et justement, moi j'ai l'impression qu'avec Piastri, vous avez un petit peu ringardisé certains pilotes qu'on annonçait très très bons. Alors tu parlais de Lundgaard tout à l'heure, il en fait partie. On pourrait évoquer Zhou, on pourrait en évoquer plein d'autres, hein, même des Schwartzmann, des Callum Ilott. Vous, dès votre première saison, vous impressionnez, vous gagnez des courses. Piastri est en tête du championnat et assez largement. Il était déjà rookie et champion l'année dernière. Tu étais déjà rookie et vice-champion l'année dernière en F3. Est-ce que justement Piastri, c'est pas ta seule et unique target? Est-ce que c'est pas le seul mec que tu as à l'esprit à chaque fois que tu arrives sur un week-end de Grand Prix depuis 2 ans? Ouais, c'est sûr qu'on est souvent comparé. Et non, c'est un très très bon pilote. Piastri, il fait un job incroyable. Après, Piastri, il est à sa 8e saison de monoplace parce qu'il a fait des doubles championnats certaines années et tout. Il a quand même 20 ans. C'est vrai que je veux pas me trouver des excuses ou quoi que ce soit. C'est pas du tout, j'aime pas ça, mais parfois ça se voit. Je manque un peu d'expérience, je fais des mauvais choix et je manque un peu de roulage dans les catégories inférieures. Mais j'essaye de le faire oublier, ça, et de me focus. Oui, c'est sûr, c'est Piastri, on est comparés, on se bat ensemble depuis 2 ans. Donc, Quand tu joues à F1 2021 chez toi, comme ça, au calme, personne ne regarde, dans la colonne rivale, tu rentres toujours Piastri, toi. je rentre Piastri. Ouais, Piastri, toujours. et je lui fais le plein. Ah oui, pardon. Bottas, On va en parler, je crois. On va en parler justement. Avant de, justement, tiens, c'est la parfaite transition. Parlons un petit peu de ton avenir, mon cher Théo, avec ce tableau. Tiens, regardons ce tableau. Avenir et la F1, c'est pour quand? On rappelle un petit peu le contexte. Il y a un seul siège qui est encore disponible chez Alpha. On dit dans certains médias qu'Antonio Giovinazzi serait peut-être déjà condamné. Et ce dernier siège encore disponible chez Alpha, ça tombe bien parce qu'on a avec nous Théo Pourchère, déjà qui est français et qui en plus est pilote à l'Académie Sauber. Donc normalement, ça doit être très simple. On fait l'échange, ça doit aller très vite. Mais il y a la rumeur Zhou et c'est 25 millions de dollars, bien sûr, ou euros, bien sûr, à avancer. L'option Piastri aussi, qui a été citée ces derniers jours, mais à laquelle, on va le dire, sur ce plateau, on a plus de mal à le croire. Et ce rachat de Sauber et d'Alfa Romeo par Andretti, est-ce que ça pourrait tout changer? On sait qu'il devrait y avoir une annonce du côté de chez Alpha, soit aux États-Unis, soit après le Mexique. Bref, Théo, la question va être très simple. En pourcentage, quelle est ta chance d'être en Formule 1 en 2022? Si on devait faire un calcul comme ça très rapide de pourcentage. Pas une phrase, hein. Toi qui es un garçon très intelligent, tu dois nous sortir le chiffre juste. Oula. 95%. Compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que je dirais, allez, un petit. J'hésite, allez, bon, 50%. Ah oui, quand même. Ah oui. Ouais, ça peut. Voilà, j'ai eu des discussions avec Alfa Romeo. Et surtout, ils ont aussi des rumeurs avec un rachat. Ils sont vraiment. Voilà, ils hésitent. Ils ont un deuxième baquet attribué. Ils ont aussi l'équipe peut-être qui va se faire racheter. Ils ont des problèmes financiers. Donc, c'est. Voilà. Après, bon. Aussi. Attends, parce que 50%, ça veut dire que t'es le favori. Parce que 50%, s'il y a 50% pour Cher et 50% les autres pilotes, tu vas entre descendre. Piastri, Allez, Joe, Giovinazzi, corrige-toi. allez. Marchand de tapis qui Je va négocier. me suis trompé. C'est 35%. Non, mais après, j'ai une autre question. Tu parles anglais? Est-ce que t'aimes les États-Unis du coup? J'adore les États-Unis. Ok. J'adore. D'accord, ok. Si jamais il est j'ai compris. champion. Voilà. Si jamais il est champion et qu'il doit se trouver un baquet en attendant 2. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, Moi, c'est André. j'ai une autre question. Bon, ok, on oublie ce que tu as dit au début, même si on l'oublie pas. 35% en 2022. Combien en 2023? Comment en 2024? Et ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. J'ai pas encore le pourcentage. Il va être probablement. Plus élevé? Tout dépend de mes résultats. Tout dépend de. Ouf. Mais Voilà. J'ai chaud sur ce plateau. Non, mais plus sérieusement, est-ce que t'as pas peur, mine de rien, parce qu'on parle éventuellement 2023, d'accord. Mais est-ce que t'as pas peur, parce que la F1, finalement, c'est un train qui pourrait ne pas passe pas repasser. souvent, Est-ce ouais. que, peu importe, indépendamment de tes résultats qui sont déjà excellents en 2022, qui pourraient l'être encore en 2021, qui pourraient encore l'être en F2 en 2022, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte, quand même, de ne pas maîtriser forcément ton avenir? La F1, ça peut évoluer. Là, on parle d'Andretti, si Andretti rachète Sauber. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette crainte, si tu n'es pas en F1 en 2022, peut-être que 2023, 2024, on ne sait pas ce qui peut arriver et tu n'y seras pas? Bien sûr, exactement. Ça, c'est très important de le savoir. J'ai eu une discussion avec Sauber et ils ont vraiment proposé quelque chose de très concret et très bien pour mon avenir. Après, dans cette discussion, il n'y a pas eu... on n'a pas parlé du rachat de l'écurie. On n'a pas parlé d'un changement de nom d'écurie, d'un changement... je sais pas, moi, si Andretti arrive, est-ce qu'Alfa Romeo va rester? Est-ce que les mêmes personnes vont rester à la tête? Est-ce que Sauber, ça sera toujours Sauber ou ça va s'appeler Andretti avec une autre marque de voiture? Enfin, Ça t'inquiète?
Voilà, Ça ouais. m'inquiète, oui et non. Parce que pour moi, je suis sous contrat avec Sauber. S'ils sont rachetés, je serai toujours sous contrat avec Sauber. Et puis, est-ce qu'eux, ils veulent garder une académie? Ça, par contre, c'est une autre question. Je ne sais même pas qui c'est les personnes. Andretti, je ne connais pas. Après, ça peut être intéressant. Même si Fred Vasseur resterait. Même si Fred Vasseur resterait. T'as pas de garantie aujourd'hui là-dessus, quoi. Exactement. Là, pour le moment, si ça reste Alfa Romeo et Sauber, je serai toujours avec eux. Justement, moi, la question que j'allais te poser, c'est on sait que tu fais partie de cette académie Sauber. Tu l'as dit, pour le moment, il y a une vision qui est floue pour toi avec justement l'avenir en pointillé, avec un point d'interrogation de Alfa Romeo. Est-ce qu'il peut y avoir la tentation chez toi, si jamais tu n'as plus la confiance de Andretti ou de Sauber, on va dire dès la prochaine intersaison, est-ce qu'il peut y avoir la tentation d'aller rejoindre une autre académie? Est-ce que tu as été contacté par d'autres académies? Ça, on ne s'est pas encore vraiment posé la question. Un petit peu quand même de mon côté, mais c'est jamais, c'est des plans de secours. Bien sûr. Après, je pense que tout dépend des résultats. Je fais des très bons résultats, donc je pense que les autres académies me regardent quand même. J'ai eu auparavant, c'était en 2018, des contacts avec Red Bull quand même. J'ai fait des tests avec eux, simulateurs. Ça n'a pas abouti. Après, j'étais très jeune, première année de monoplace en F4, donc je peux comprendre. Mais bon, là, je suis très bien chez Alfa Romeo. Pour moi, c'est vraiment la bonne place. Et j'ai leur confiance pour le moment. Donc on verra dans le futur. Vasseur est quand même plus sympa que Marco, quoi. Ça dépend des fois. Ouais, Non, mais après, encore une fois, l'inconnu Andretti, Avec les Français, en tout cas. ça peut tout bouleverser. Et effectivement, Exactement. c'est ça. Encore une fois, moi, c'est la crainte que j'ai. Bah ouais. Si Andretti arrive, et forcément, ça va changer beaucoup de choses. Il y a beaucoup trop d'inconnus aujourd'hui. Et s'il n'y a pas ce baquet en 2022, on peut pas, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que Théo va le dire ou pas, mais on peut pas être catégorique, on peut pas avoir de garantie sur le fait qu'en 2023, Théo Pourchaire sera en Formule 1. Si Andretti arrive en Formule 1, il rachète C'est Sauber. un jeu de chaise musicale Ouais. et c'est pas toujours Ah oui. les meilleurs tout le temps qui. On va en parler, obtiennent on le ces voit chaises. aujourd'hui en F1. On va en parler. On arrête de te torturer, mon cher Théo, Ouais. sur ton avenir. Et on va parler plaisir. Parce que après Budapest, t'es monté dans une voiture, quand même, une Formule 1. Tu te rends compte, le mec a pas le permis. Il est déjà monté dans une Formule 1. Moi, j'ai plus de 30 ans, je n'ai pas le permis. Je ne monterai Trottinette. jamais. Ouais, j'ai eu un accident d'ailleurs. Quelque chose de sombre et de grave. Bref, ça m'évitera de monter sur ces engins électriques de malheur. Parlons plaisir, je le disais. Tu es monté dans une Sauber C38. C'est bien sûr le modèle 2019 de ce que l'on appelait à l'époque une Sauber Alfa Romeo. 300 km qui étaient nécessaires à l'obtention notamment de ta super licence. Le circuit de Hungaroring, raconte-nous un petit peu, à travers cette question simple, à quoi ça ressemble une F1 de l'intérieur. Parle-nous d'un truc qu'on ne vivra jamais, je pense, à moins qu'on gagne des milliards d'ici l'année prochaine. Raconte-nous un petit peu comment c'est une F1 de l'intérieur. Une F1, ça paraît, ça ressemble à une F2. Il y a 4 roues, des ailerons, ça ressemble, mais ça n'a rien à voir en fait. Donc c'est assez exceptionnel. Voilà, ce jour-là était incroyable. J'avais plus de 40 personnes qui travaillaient pour moi. C'était la fin des tests Pirelli puis du week-end. Donc du coup, il y avait encore le motorhome. J'avais le motorhome, ma chambre dans le motorhome, les ingénieurs Ferrari, les ingénieurs Alfa Romeo. Incroyable, tous les mécaniciens autour de la voiture. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et non, mais c'est top. Et une F1, c'est incroyable. En fait, quand je compare ça à un pilote, aux avions de chasse et tout, l'intérieur, c'est un truc de fou. Il y a plein de boutons. Tu vois, même la radio est beaucoup mieux qu'en F2. C'est plein de petits détails. C'est incroyable. Quoi. Ils ont pris modèle au-dessus. Ouais, c'est ça, c'est Novotel et Hôtel Ibis, quoi. Ouais. Vraiment, Ah, c'est- Ah tiens, le volant. c'est deux trucs. Ouais. Justement, alors tiens, le volant. Je crois que Brice, t'avais une question à poser sur le volant, justement. Ouais, on en parlait un petit peu et j'aurais aimé que tu nous en parles un peu plus ici sur cette personnalisation du volant et le fait que justement toi tu as testé différents volants et celui de Giovinazzi et celui de Raikkonen et tu nous expliquais un petit peu que c'était totalement différent chez l'un et chez l'autre et que tout était fait pour qu'en gros ils aient leur petite manière et leurs petites habitudes, quoi, c'est ça? Exactement, voilà, c'est complètement personnalisable. Le volant, là, voilà, t'as tous les boutons pour régler le différentiel, les rotaries en bas, t'as plein de choses, t'as des boutons derrière qu'on voit pas, DRS, le boost, pour la balance des freins, t'as une tonne de boutons. Et voilà, par exemple, pour le DRS, Giovinazzi et Raikkonen, ils sont pas sur la même configuration. Pour les lumières, c'est des petits détails. Il y en a un qui a 3 lumières, l'autre ça s'éteint quand il active. C'est voilà, un monde à part. De toute façon, tout est fabriqué par l'écurie.
Et c'est pas comme en F2 où tout le monde a la même voiture fabriquée par un constructeur. T'as fait ta propre configuration, toi? Moi non, j'utilise une fois celle d'Antonio et une fois celle de Kimi. Donc, Donc, avec les réglages de Kimi. Ouais, quand même, hein. Waouh. Ça, Et, c'est bon dans le est-ce que titre. tu as fait des simulations de départ? Pas encore, on n'a pas fait ça. Il y a l'embrayage et tout, il fonctionne, c'est impressionnant, c'est bien différent de la F2, il n'y a qu'un seul embrayage dans F1, donc c'est bien plus dur. Après, je sais pas, les modes de départ, on n'a pas encore discuté de ça, mais on a essayé la chauffe des pneus, on a fait beaucoup de roulage, setup, développement du simu. Ouais. Ça n'a pas été uniquement que de la découverte. Tu as pu pousser un petit peu la voiture, tu as pu leur donner quelques petits tips comme ça en roulant sur ces 300 km. Bien sûr, et le simulateur m'a aidé pour ça quand même, c'est ultra réel, donc tu arrives sur le circuit déjà, t'es pas perdu. Et ouais, on a fait des réglages, ils m'ont fait essayer quelques réglages pour que je sente un peu la différence. Et honnêtement, ça s'est bien passé. Ouais, on n'a pas fait que moi, je découvrais aussi de mon côté. Et je leur ai dit, je peux pas toucher à tout sur le volant, là, c'est trop compliqué. Mais ouais, on a testé un peu d'aéro, de tout ça. D'ailleurs, le volant, est-ce qu'on te donne, je sais pas, un fascicule ou un PDF aujourd'hui, c'est comme ça Ah ouais. que ça se passe avec Notice. oui, une notice, en gros une notice Exact. d'apprentissage du volant. Comment ça se passe? Exactement. J'avais un petit bouquin, voilà, de Un petit comme ça, un petit comme ça. petit d'une trentaine de pages quand même. Non, mais ouais, c'est voilà, 30 pages à apprendre, tous les modes moteurs, tout ça. Et puis aussi, ils m'ont envoyé un gros document cette fois par mail, tout le fonctionnement de la voiture, le fonctionnement du moteur, Wow. comment toutes les pièces fonctionnent pour moi, pour voilà, approfondir un peu mon ressenti technique. Et ça faisait beaucoup de pages. Et combien de temps tu fais pour combien de temps tu mets pour apprendre finalement ou pour être OK avec tous ces paramètres avant de monter dans la voiture? Bah, c'est très compliqué et alors pour ça, encore une fois, le simulateur, c'est exceptionnel. Ça, voilà, il y a le même volant, on peut rouler en même temps, tout essayer. Et au simulateur, en fait, on a autant de tours qu'on veut. On a si on veut, on met pas de dégradation de pneus, pas de surchauffe de pneus. On met tout ce qu'on veut. On fait un crash, c'est pas grave, on repart et on Flashback. teste. Voilà, c'est ça. Et on teste. Donc on fait des 500 tours en 2 jours parfois. Donc c'est Et Voilà. j'ai une dernière question, c'est on en faux. parlait un peu hors émission sur ta taille. Ouais. Il y a Je 2 ans, voulais la poser, il y a celle-ci, 2 ans, oui. vas-y, je t'en prie. Quelle taille tu fais? Non, mais c'est une vraie question. C'est Ouais. quelle taille tu fais là actuellement? Je fais 1m87. Donc Il y a 2 ans, tu faisais? il y a 2 ans, je faisais 1m. 1m69. Non, Ah, mais il était déjà grand, hein, mais, Ah, mais grand, ouais. pas comme ça. 1m78, 1m80, quelque Et chose. du coup, est-ce que tu. Alors, déjà, est-ce que ta croissance est terminée? Et j'espère. Alors, sérieux Je sais pas. C'est un sportif de haut niveau, peut-être qu'il y a des, Bien sûr, bien voit sûr. des médecins qui. Ouais, te- Ouais, Ouais, c'est c'est pas pas né, le etc. 19 avril. Ouais, Non, mais ouais, après, normalement, je sais pas. Normalement, un homme, ça grandit jusqu'à à peu près 20 ans maximum. Ouais, remarque. J'ai 18 ans, j'espère que c'est fini pour moi. Et honnêtement, ça, je rentre encore dans la voiture. Et par contre, je suis pas confort. C'est pas. Voilà, je suis pas, Du coup, tu étais quand même handicapé. Ouais, c'est pas le top. C'est sûr. Plus t'es petit et plus tu peux faire ce que tu veux parce que de toute façon, tu fais le baquet avec la mousse. Donc Ça va. voilà, ça te pousse, tout ça. Après, ils scannent, ils mettent le baquet en carbone. Enfin, tu peux te mettre comme tu veux hein, quand t'es petit. Donc, À partir de quelle taille on est vraiment handicapé dans une Formule 1? Alors après, je sais pas si là, il avait vraiment spécifiquement préparé pour Théo Pourchaire cette monoplace où il y avait quand même. bah alors, et c'est ce qu'ils m'ont dit. Cette voiture, elle a été construite sur Kimi et sur Antonio. Antonio, il est grand quand même, il me semble. Mais Il fait un 73, hein, 75, un truc comme ouais, ça. donc la voiture, elle est construite sur les pilotes. 85, je crois. Voilà. Ouais, donc c'est pas simple. J'étais grand. On voit des images d'entraînement justement. Physiquement, c'est quoi le cap que tu dois passer, on va dire, entre la F2 et la F1 sur quelle partie de ton corps, j'imagine le cou forcément, Exact. tu es le plus sollicité. Il y a une anecdote aussi que tu nous as dit, c'est que les F1, bizarrement, sont plus faciles à conduire. Le volant est plus facile à tourner sur une F1 qu'une F2 parce qu'il y a la direction assistée sur une F1. Exactement, c'est ce qui m'a un peu le plus choqué pendant cette journée de roulage. La direction assistée. Les premiers tours, je tournais trop. Je tournais et ouah, ça tournait beaucoup trop avec les jets et tout, ça me faisait tourner plus. C'était impressionnant et donc ouais, le volant c'est beaucoup plus léger que la F2. Et bon, bah, ça c'est normal grâce à la direction assistée. Ça. Ah oui, non, c'est fou. Et par contre, le coup et le cardio, surtout au Hungaroring, bon, t'arrives. Oh, ils t'ont pas fait voilà. un cadeau quand Ouais. même. Ah non, t'as l'impression de pas avoir de ligne droite quoi. C'est en tour calibre, ça fait que arriver dans les virages. Et donc ouais, le coup aussi sur les freinages, ça freine hyper tard une F1. Et à la fin de la journée, on a fait une petite simulation de course. J'étais comme ça à tous les freinages, je voyais Ah, plus La tête qui lâche, ouais. à la tête tomber devant T'avais mis clairement. une mousse sur le côté du. Pas spécialement, honnêtement sur les côtés ça allait. Après le Hungaroring, bon, il n'y a pas beaucoup de virages rapides. Je pense qu'à Silverstone c'est pas la même histoire. Mais... C'est T'as pas déjà trop fait mieux compliqué. que Mazepin en tout cas. C'était pas trop T'as pas mis de mousse, c'est que Prends un tir gratuit. C'est pas trop compliqué de revenir à la F2 après? C'est
Honnêtement, c'est pas mal. Parce que du coup, la F2, c'est quand même plus lent. Et la F1, je me faisais un peu au début conduire par la voiture. J'étais un peu impressionné. Voilà, ça va très vite, le temps de tout apprendre et tout. La F2, maintenant, c'est moi qui domine la voiture, entre guillemets. Voilà, je fais ce que je veux. Et ça freine plus tôt. Honnêtement, c'est bien de faire de la F1 et repasser à la F2. Eh ben merci beaucoup Théo d'avoir répondu comme ça à toutes nos questions. Il y a pas eu de, tu vois, on a même posé des questions, j'avoue qu'elles étaient un peu piquantes. Tu viens ici en ami, on essaye de ne pas te mettre de piège, mais quand même on est obligé de te poser certaines questions. Tu y as très très bien répondu et on souhaite bien sûr te retrouver très rapidement dans un baquet de Formule 1. Tout de suite le débat les amis, on va se poser une question justement de la promotion F2 F1. Est-ce que l'ascenseur est bloqué? La réponse. Chaque saison, le débat se pose. Est-ce que justement la promotion entre F2 et F1 est suffisante? Et c'est vrai que depuis quelques saisons, notamment on se rappelle avec le titre de Nyck de Vries qu'on n'a jamais revu en Formule 1 par la suite, eh bien on a l'impression que l'ascenseur est un peu bloqué entre F2 et F1. Et cette saison, la question va véritablement se poser parce que il ne devrait y avoir qu'un seul potentiel pilote qui va faire l'ascension de F2 à F1. Regardez la première question qu'on va essayer justement de se poser, les différentes questions. La promotion des pilotes F2, est-ce qu'on en fait assez? À quoi servent les académies? On s'appuiera sur ton expérience, bien sûr, Théo. Ont-elles encore un sens d'ailleurs ces académies? Et puis la F1, est-ce que c'est nécessairement les 20 meilleurs pilotes? A-t-on vraiment raté des talents en Formule 1 ces dernières saisons? On fonce tout de suite sur le premier point, la promotion justement des pilotes F2. Est-ce qu'on en fait assez? Un calendrier, on va le dire, mal agencé, peu de pilotes promus entre F2 et F1, des règles de participation UBS, parce qu'on rappelle que si tu es champion F2 par exemple à la fin de cette saison, eh bien tu ne peux pas reparticiper une deuxième fois à ce championnat, tu es obligé de te trouver un championnat de substitution. Et Brice le disait à juste titre dans notre call de préparation hier, cette règle est d'autant plus bête qu'on devrait permettre à un pilote F2, champion en tout cas, d'accéder directement à une promotion en fait. automatique, on va dire, vers la F1. Et puis on rappellera que certains pilotes F1 ont sauté l'étape F2, c'est le cas notamment de Max Verstappen, c'est le cas aussi, je crois, d'Esteban Ocon. Et puis pourquoi on pose cette question aujourd'hui? Parce qu'on sent venir le coup d'une situation un peu gênante en fin de saison. Zhou pourrait être le seul garçon de F2 promu en F1 en 2022. Et la question derrière, si Zhou n'est pas champion, est-ce que le champion F2 sera en F1 pardon, est-ce qu'on n'aurait pas le droit en tout cas à un véritable camouflet pour les pilotes de F2? Bref, est-ce qu'on en fait assez, Théo? Déjà, je veux ton avis sur cette question. On a parlé du calendrier, on a parlé du fait que quand on est champion, on n'est pas promu automatiquement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on donne toutes les chances aux pilotes F2 pour pouvoir se montrer en vue de la F1? Honnêtement, c'est pas simple parce que voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Piastri, que ce soit Piastri ou moi, on est aidé quand même par des académies. On est quand même bien aidé. Et par contre, pour un pilote comme Zhou, on le sait, lui, c'est lui qui aide l'académie. Sans lui, Alpine Academy n'existerait quasiment pas en fait. Il aide à faire des joints de roulage aux autres pilotes. Et donc après, c'est sûr que ça devient intéressant pour des écuries comme Alfa Romeo, qui sont en difficulté quand même. Ça reste, voilà, comme je l'avais expliqué sur le plateau de Winamax, Fred Vasseur aussi, lui, il me gère en tant que pilote dans l'académie, mais il gère une entreprise, il gère une team de F1, et c'est pas simple du tout, vu les budgets. Donc un pilote avec autant de budget, oui, c'est normal que ça intéresse. Il y a une vraie problématique, je trouve, au niveau du règlement. On en parlait effectivement, et tu le disais très bien. Un pilote de F2 qui est champion de F2, qui se retrouve bloqué d'abord à cause du calendrier, ce qui est problématique parce que là, si on prend cette saison, alors c'est une saison particulière, je crois que l'année prochaine, on revient au calendrier un peu plus classique. Mais tu te retrouves avec 2 mois de pause, les 2 derniers Grands Prix. Donc on connaîtra le champion à Abu Dhabi ou dans le meilleur des cas, en Arabie Saoudite si c'est Piastri. À ce moment-là, on connaîtra, enfin tous les baquets seront déjà bloqués. Ouais. Et ça, c'est une réelle problématique. Si on prend les derniers titrés en GP2, De Vries, on l'a dit, obligé de piloter en Formule E après son titre en 2019. Gasly, il est parti en Super Formula parce qu'il n'y avait pas de place en Formule 1. Van Dorn, il est parti en Super Formula parce qu'il n'y avait pas de place en Formule 1. Palmer réserve 1 an chez Renault avant d'être titularisé. Et puis il y a d'autres pilotes qui n'ont même pas eu leur chance en Formule 1. Et effectivement, tu te retrouves dans une situation où, alors je sais qu'on en parlera à la fin, mais c'est pas normal en fait de ne pas donner la chance. Il n'y a pas de système de mérite en fait. La méritocratie n'existe pas. Et c'est problématique parce qu'effectivement, moi j'aime bien ton idée d'obliger une écurie à mettre
une troisième voiture seulement pour le pilote champion GP2. Après, il faudrait trouver quand, comment. Non, tu rétrogrades. Admettons que Mazepin, par exemple, termine mais- dernier. Admettons du championnat du monde, tu le fais descendre. Vraiment, et t'obliges Mazepin, Haas, vraiment par hasard. Vraiment par hasard. Et tu l'obliges à descendre et Mais hop, là- promotion du Et là, la champion, problématique, c'est qu'avec. comme une draft en fait. Oui, mais tu vois. le pilote, en l'occurrence Mazepin, il est financé, en tout cas l'écurie est financée par son père. C'est vrai. Si Mazepin est relégué, son père, il peut aussi Ouais, dire t'as je raison. prends mes clics et mes claques, et As Non, n'existe mais plus. c'est bien, J'ai oublié ce point de pour ça. détail En de fait, l'histoire. c'est pour ça que quand on parle de système de montée-descente, c'est un peu une utopie parce que Bien le sûr. sport est Oui, pas ça du n'arrivera tout pas. fondé là-dessus. Utopie, ouais. Mais force est de constater qu'il y a un problème. Hmm. Il y a un vrai problème dans la promotion des jeunes. Quand on voit Gasly, Antonio Giovinazzi, l'année où Gasly est champion en 2016, il y en a 2 qui montent. Ok, très bien. Après 2017, il y en a un qui monte, c'est Charles Leclerc. 2018, il y en a 3 qui montent. Russell, Ouais. Norris, Albon. 2019, Tous très soutenus par des grosses académies, Oui. il faut le dire. hein. d'un coup d'un seul, le champion ne monte pas, mais le deuxième monte. C'est ça. Voilà. Moi, c'est plus ces cas de figure-là que je trouve. Et on a en eu fait- Latifi, Mazepin, Excellent. Tsunoda, pour parler des dernières années qui sont montées. Et puis on en parlait encore une fois, mais on rappelle quand même que tu ne peux pas continuer la F2 si tu es champion. Ça, bah oui. Donc en fait, il y a un vrai problème structurel de s'il n'y a pas de baquet libre et que tu finis champion, tu as quand même des chances en gagnant d'être oublié. Et ça, je trouve ça quand même complètement dingue, sachant que la monoplace, la F2, c'est pas une discipline à part de la F1. On est bien d'accord que c'est juste l'entonnoir qui mène à la Formule 1. On va pas se mettre des œillères en pensant que partir en FE est une suite de carrière logique pour un pilote champion de F2. Non, la suite logique, c'est la Formule 1. Et si tu es champion, que tu n'as pas le droit de défendre ton titre, encore qu'il n'y ait pas de baquet, je comprends. À la rigueur, c'est pas grave. Tu peux C'est rester quand même un peu problématique. Oui, mais tu peux rester une deuxième année. Mais que tu puisses Oui, pas rester, ok. genre, excuse-nous, il n'y a pas de place et tu restes pas là. Et du On coup, te met sur la touche, là, il y a tu une pilotes question. essayeur et tu pars en FE. C'est Là, il y a une question insensé. qu'il faut que je pose à Théo. Si, parce qu'en décembre, j'imagine qu'on connaîtra le dernier pilote Alpha, si ce n'est Même pas avant toi, ça, ouais. quel est ton intérêt à remporter le titre F2? Je lui ai demandé samedi. Et tu... Non, mais c'est une très bonne question. Et le classement, pas le classement, le championnat F2 est quand même très très mal foutu cette année, il faut être honnête. Clairement. C'est une catastrophe. Tout le monde était emballé par les 3 courses au début, au final c'est une catastrophe. Et pour moi, c'est impossible. Je pense pas qu'ils vont attendre décembre pour choisir le baquet. Et c'est dommage parce qu'il va se passer beaucoup de choses. 65 points par week-end. Je sais pas, je peux encore finir 7ème du championnat, je peux encore le gagner. Zou, il peut faire 7ème, il peut encore Regarde. gagner. Enfin, Mais voilà. il peut y avoir la tentation dans la tête d'un pilote de se Eh oui, dire. Mais Si Giovinazzi est prolongé, même Piastri, est-ce que hein. Ouais, Piastri voilà, est complètement. pour cher, ils peuvent se dire, ok, bah, dans ces cas-là, Ouais, je vais fais chercher le titre, volontairement, je ne vais pas chercher le titre. C'est compliqué quand même parce que t'es pas assuré de le gagner l'année d'après. Ça, c'est sûr. Tu sais pas ce qui peut se passer. Mais t'es assuré d'être là. T'es assuré d'être là, mais Puis dans l'esprit, c'est un peu compliqué, j'imagine Exactement. aussi. Par rapport à Tu vois, l'image, par ce que tu exemple, véhicules. Mais tu fais quoi Là, Piastri, qui est peut-être plus proche que Théo pour remporter le championnat. Si mais Piastri. Tu l'as dit tout à l'heure, le train on repasse pas 2 fois. Ça se trouve, parfois, tu l'as dit tout à l'heure Ah, mais à si propos passe de Théo. 0 fois. Oui, non, mais C'est- d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu préfères te couper d'un titre de champion qui ne reviendra. Enfin, tu n'auras peut-être pas l'occasion de le faire l'année prochaine ou d'être champion et Mais te dire je j'imagine prends mon mal en pilote, patience. j'imagine qu'un entre pilote guillemets. de F2, l'objectif c'est quand même d'aller en F1. Ah bah, clairement. Je pense qu'entre aller en F1 et remporter un titre Ah en oui, F2, bien je évidemment. pense que Latifi il est heureux d'être en F1 sans avoir remporté son titre Exactement. en Formule 2. Ça, c'est sûr. Du coup, Piastri il va faire quoi l'année prochaine s'il est champion Il alors, va aller en Super Formula ça, c'est- va faire la DTM, Formule oui, un dit, quoi. C'est voilà. À la rigueur, Malheureusement, le meilleur poste, c'est 3ème pilote d'une écurie à la rigueur. alors, Mais ça, tu pilotes ça, pas c'est un bien. an. Ocon, il a Alors, pas piloté ça, un c'est an. important ce que tu dis parce que ça change un petit peu l'année prochaine, justement, Théo. là-dessus. Mais Oui. ça, c'est très Oui. bien. Ça, c'est très bien. Ça peut être très bien pour moi, pour Piastri, si on gagne le championnat, qu'on peut pas refaire de la F2, être 3ème pilote, il y aura des free practice obligatoires. C'est ça. Ça, c'est très bien. Mais par contre, c'est quand même pas un programme de course. Tu fais pas de course Oui. dans l'année. Quand tu fais pas de course dans l'année, pendant un an, c'est pas simple. Mais honnêtement, je peut-être pense que tu Les peux, jeunes, peut-être ils que sont tu jeunes, peux les- tu peux faire comme Van Dorn. Van Dorn, il a fait un programme. On voit que ça dans lui a la- beaucoup servi pas. d'ailleurs. Après, ça, c'est pas Il a ça. porté la guigne. Ça, c'est à l'écurie de financer aussi. Tu vois, Mm. Si déjà ils te mettent dans l'FP1, qui te font faire Oui. du simu, tout ça, d'un côté, repayer Super Alors, tu Formula ou une Alors, mettons, tu préfères faire quoi l'an prochain entre une deuxième saison de F2 ou 6 programmes de FP1, on va dire, avec Alpha et un remplacement de pilote si jamais il y a un Covid ou un truc comme ça. C'est quoi qui, pour toi, serait la. Tu prends tout. Mais d'ailleurs, Eh, faire les tu peux deux. faire les deux. J'ai soi. répondu ça, tu peux faire les J'allais le deux. dire. J'allais le dire. Les deux. Non, mais c'est pas. Ça peut être une réalité. C'est dur honnêtement. comme choix en vrai. Enfin, Mais ça peut être une réalité. Faire une deuxième année de F2,
si jamais j'arrive pas au championnat, à gagner le championnat et faire des FP1, faire potentiellement des tests en F1. Ça, c'est une bonne idée. Après, tout dépend de comment ça va se passer la fin de saison. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a 2 courses en décembre, je comprends pas. Enfin, Et le calendrier, Ouais. en fait, le calendrier, le titre doit s'arrêter. Alors, je ne sais pas si c'est en juin, si c'est en septembre. Pendant la Mais il faut season, permettre aux champions bien sûr. de Formule 2 d'avoir la possibilité de signer en Formule 1. Écoute, Et après- Exactement. comment le calendrier il est foutu? Il est foutu avec ceux qui payent pour avoir le programme F2 sur Ah, leur ça, Grand c'est Prix. sûr, ça, c'est sûr. Qui paye? Les pays du Moyen-Orient. Quand sont les courses du Moyen-Orient? En décembre. C'est crétin, mais que tu peux c'est pas- l'argent à ce moment-là qui est roi. Et ça fait que Théo, il a un meeting à Bakou qui est ruiné, un meeting à Silverstone qui est ruiné à cause du bras. Et au final, tu as 2 courses qui comptent pas pour la décision en fin de saison, 2 courses là qui peuvent pas compter pour la décision. Ça fait 4 meetings sur 8, ça fait 50% de la saison. 8, t'en as des meetings. Hein. 8. Ça fait 50% de la saison où on peut Il pas faut, mais- juger Théo. Exactement. Tu vois. Moi, il y a quelque chose de très intéressant. Excuse-moi, tu l'as dit, l'année prochaine, il y aura des roulages obligatoires pour les jeunes pilotes en FP1. Ça veut dire qu'on pourrait voir beaucoup plus de pilotes. Moi, l'un des problèmes aussi aujourd'hui de la promotion des pilotes de F2, contrairement à la vieille époque que j'aime toujours rappeler dans cette émission de quand on regardait la Formule 1 quand on était petit, c'est que les tests étaient illimités. Tu as des mecs qui n'ont jamais été en Formule 1, je pense à un Emmanuel Collard par exemple, ou un Stéphane Sarrazin qui a fait une course. Ils n'ont certes disputé qu'une course à eux deux, mais par contre ils ont fait des kilomètres, des milliers de kilomètres en essai, et la Formule 1 la connaît. Même Montagny, Même Franck Emmanuel Montagny, Moine, par exemple. il pouvait faire de la F1 à l'époque. mais il a fait un nombre de bornes Franck chez Renault. Montagny, exactement, qui a fait un nombre de bornes, et voilà. Ça, c'est quand même une mesure qui va dans votre sens, les jeunes pilotes, de pouvoir faire de la bonne Formule chose. 1. C'est une très bonne chose. Et là, il y a un autre problème qui va se poser. C'est déjà, je sais pas comment ça va marcher, si c'est 3 ou 5 par Ouais. an. Et Obligatoire, hein, c'est c'est ça. Par obligatoire. pilote ou par écurie? Et normalement, Par écurie, je crois. je pense que ça sera par écurie. Mm. Et donc là, c'est compliqué. McLaren, ils n'ont pas de pilote dans le junior team. Red Bull, ils en ont pas mal, mais ils vont pas mettre des pilotes de F3. Je pense pas. Ils vont mettre surtout des pilotes de F2. ça va bouger. Et ils ont AlphaTauri, ils ont Red Bull, donc ça fait des places. Il y a Mercedes. Mercedes, ils ont peut-être un pilote Vesti. Bottas. Ferrari. Enfin voilà. Et du coup, comment ça Oui, va ce que se je veux dire, passer c'est que les écuries vont peut-être pas toutes jouer le jeu. Ça peut être une mais- crainte. non, Ils sont obligés. C'est Oui, ça. Et d'accord. comment ça va se passer Ouais, d'accord. Est-ce Est-ce que que du coup un Théo Pourchère qui est Exactement. académie, autre Mhm. académie, est-ce que demain Mercedes peut t'appeler? Est-ce que tu penses qu'entre les académies ça peut, ou entre les teams par exemple, on peut dire Théo Pourchère, alors il va faire une session de roulage par exemple chez Alpha, Bien demain 3 grands prix plus tard il y a Mercedes qui t'appelle. Est-ce que c'est possible? pour moi, ce que serait une très bonne chose qui travaillent entre eux, même si on monte rien en pilote, on le fait juste rouler dans la F1. 1 heure dans une F1, tu gagnes beaucoup d'expérience. Oui, C'est bah, hyper là, important. Tu deviens un des 200 mecs les plus expérimentés d'un coup d'un seul. En Ah, soi, mais tu vois, enfin, Voilà, c'est ça. Et puis, à la limite, t'es pilote Sauber Academy, McLaren, ils ont une place pour une FP1, ils sont obligés de te prendre. Ils te prennent, ok, ils te cachent les réglages, ils te cachent tout, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour quand même, on n'a même pas. Enfin, c'est payant quoi. Aujourd'hui, pour moi, c'est Raghunathan qui a payé le test en Ouais. F1. Donc, si sans ça, j'ai toujours eu 0 expérience en F1. Donc, tu es en F2 et tu arrives en F1 sans roulage, c'est pas normal. On parle beaucoup des académies, les amis. Passons à cette deuxième partie justement du débat sur les académies. Les académies, à quoi servent-elles et surtout, sont-elles toujours aussi nécessaires ou ont-elles encore un sens? Un soutien nécessaire quand même. Regardez cette photo avec Leclerc, Albon et bien sûr Russell. Voilà, PSP ça? Dans leurs jeunes c'est années, je pense que c'est les premiers téléphones Nokia portables. N-Gage. Téléphone, ouais. Le financement nécessaire, le financement, l'exemple de Théo, est-ce que tu as le droit de nous dire combien Alpha met sur toi à la saison? Alors, je sais pas exactement, mais on est plus de. Entre le Sauber et la FFSA, on est à plus de 70% quasiment de la saison. De la saison, ce qui est énorme, énorme. bien Énorme. évidemment, et ce qui t'aide bien C'est- sûr. Sur des prix comme la F2, oui, c'est énorme. Oui, c'est absolument énorme. Leclerc, les bons exemples et les fleurons de ces dernières années, Leclerc, Ferrari Driver Academy, Russell, Mercedes, Norris, McLaren, on en a longtemps parlé, puis Verstappen, bien sûr, issu du giron Red Bull. Mais ont-elles encore un sens? Parce que le contexte, il a quand même changé. Il y a la multiplication des papas propriétaires. Aujourd'hui, il y a 3 pilotes qui ont comme patron leur père quand même en Formule 1. Ça pose quand même une question. Trop peu d'occasions de rouler, on l'a dit pour les jeunes, ça devrait changer l'année prochaine. Le volte-face aussi de certaines écuries, oui, Latifi,
Si tu poses la question des papas propriétaires, Latifi, Mazepin et Stroll. Latifi aide énormément Williams, ça a sauvé Williams par le passé. Le volte-face de Red Bull, une écurie qu'on a connue justement, qui a fait la promotion des jeunes pilotes. Le volte-face avec la nomination de Perez au numéro 2. Peu de sièges, trop peu d'élus et surtout des transfuges pour conduire. On se rappellera qu'un Esteban Ocon a commencé chez Renault, est passé par chez Mercedes pour retourner ensuite chez Renault. Bref, parfois la courbe n'est pas forcément linéaire. À quoi servent les académies? Est-ce qu'elles ont encore un sens, Théo, pour toi? Alors j'imagine que tu vas pas nous dire l'inverse parce que Alpha t'aide énormément et qu'on comprendrait en tout cas ta réponse, mais est-ce qu'elles ont encore un sens quand on voit justement la prolifération des Stroll, des Latifi, des Mazepin, des gens qui rachètent des écuries pour placer leurs gamins? Je pense qu'il y a aujourd'hui vraiment 2, voire 3 avec Alpine un peu, même si il y a Zhou qui finance énormément l'académie. On va dire vraiment 2 académies qui sont très puissantes et qui servent vraiment à quelque chose pour moi. Sauber, c'est un système, voilà, ils ont confiance en moi, ils m'aident et ils ont mis tout sur un pilote, c'est moi, donc ça c'est exceptionnel. Et après il y a Red Bull. Red Bull c'est un autre système, il y a beaucoup de pilotes et c'est sélection quoi. C'est une sélection, c'est très compliqué. Voilà, t'as pas le droit à l'erreur et même si tu fais pas d'erreur, voilà, tu peux même te faire virer. Donc après, pour moi, ces 2 académies, ils aident à arriver en F1. Ça, c'est une certitude. Après, c'est au pilote de faire le job. Et aussi, il y a un peu de chance. C'est le timing. C'est ça, le timing, c'est toujours compliqué. Hein. Tu peux être le meilleur au monde, au mauvais moment, au mauvais endroit, et c'est fini, quoi. Donc, c'est comme ça. Après, pour les autres académies, il y a d'autres académies. Je pense à Ferrari, notamment. Ils ont Schwartzman, quand même. Schwartzman, il y a quand même pas mal une partie SMP. Il l'aide. Puis après, on a dit par le passé, excuse-moi je te coupe Théo, mais on a dit par le passé que certains qui se retrouvaient dans la Ferrari Driver Academy, c'était aussi une question de on met l'argent quoi. Exactement. Pas forcément une question de talent. Non, bien sûr. Après, ils ont eu des très bons pilotes. Ils ont eu Leclerc, ils ont eu Jules Bianchi. Après, aujourd'hui, je vois Marcus Armstrong dans la Ferrari Driver Academy. J'ai rien contre lui, j'ai rien contre Ferrari et tout. T'as rien à lui envier non plus. Non, mais voilà, tu vois, je vois pas l'intérêt de payer pour être dans une académie. Et puis, c'est pas du tout le but d'une académie. Et puis Mick, pareil. Hein. Mick, il a pas été recruté dans la Ferrari Driver Academy pour le talent. Hein. Il a été recruté parce qu'il a amené les sponsors et également parce que c'était le fils de Michael et que c'était le bien moins qui lui devait, entre guillemets, de le mettre là. Mais en soi, c'est pas au talent qu'on a mis Mick Schumacher ici. Donc finalement, même là, il y a Giuliano. Lui non plus, c'est pas au talent qu'on l'a mis là. Mais ouais, c'est aussi là-dedans. Il y a le même système non méritocratique, même dans les académies finalement. Donc vous y croyez encore au système des académies d'un point de vue extérieur? Pour moi, quand tu vois les talents qu'on a eu ces dernières années, j'ai envie de te dire que oui. Le problème, c'est que les pilotes de ces académies, on ne leur permet pas toujours d'avoir la chance en Formule 1. On parlait tout à l'heure du nouveau règlement avec avec les séances d'essais libres. Le pilote Red Bull, il a Red Bull et il a Alpha Tauri, donc il a peut-être plus de chance. Après, encore une fois, oui, on en revient au problème du manque de place peut-être pour les jeunes pilotes en Formule 1, du système de méritocratie qui n'existe pas ou qui n'est pas assez présent en Formule 1 avec le choix des équipes. Mais moi, je pense qu'on a encore besoin des académies pour former déjà des pilotes, quoi qu'il arrive. Mais après, il y a aussi un système un peu pervers, c'est on essaye de faire monter plein de pilotes très souvent, et par conséquent, du coup, on laisse souvent très peu la chance aux pilotes. Van Dorn est le meilleur exemple. Hein, Van Dorn. Pascal Verlaine, encore une fois. Et Verlaine aussi, le pilote. Il y a un nombre de pilotes qui sont restés 1 an, 2 ans dans une écurie qui était moyenne, où ils peuvent rien montrer. Et juste, bon, tu nous amènes quoi en fait? Parce que concrètement, tu n'amènes pas de points. Ok, la voiture est pourrie. Et tu n'amènes pas d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sors. Et parce qu'on a d'autres mecs qui arrivent derrière et machin. Et ben c'est très intéressant ce que tu dis et on conclura d'ailleurs ce débat avec ça. C'est une petite citation de Nicolas Todd, vous savez le fils bien sûr de Jean Todt et célèbre manager de différentes carrières. Il était notamment le manager de Jules Bianchi. Regardez ce qu'il disait, c'était dans une interview accordée à Auto Hebdo, c'était il y a 2 ans. Il dit: le niveau en F1 n'a jamais été aussi bon. Premier constat, les pilotes qui doivent amener des budgets sont plus performants et mieux préparés qu'auparavant. Ceci étant dit, certaines écuries sont prêtes à prendre un pilote quelques dixièmes plus lent, quitte à perdre une place au championnat. La F1 doit faire attention de ne pas véhiculer l'image d'un sport payant. L'accès doit se faire principalement au mérite. Quand Nicolas Todt dit ça, est-ce qu'on n'est pas typiquement dans certains cas de figure en Formule 1 à l'heure actuelle? Oui. On va citer des noms, on va y aller. Par exemple, Latifi. Par exemple, voilà exactement. Par exemple, les exemples de Williams et de Haas.
Est-ce qu'on n'est pas typiquement là-dedans? Est-ce que, par exemple, est-ce que le souci, et pour revenir à ce que tu disais, ça fera écho à ce que vous avez dit dans ce débat, est-ce qu'on a véritablement les 20 meilleurs pilotes aujourd'hui en Formule 1? Mais regarde As n'a pas de voiture pour aller chercher des points. Dans ces cas-là, entreprendre un Nico Hülkenberg qui va te coûter cher, mais qui, quoi qu'il arrive, ne te permettra pas d'aller chercher des points parce que la voiture, c'est une cave, c'est un tracteur. Et de l'autre côté, t'as un pilote qui va te ramener des millions et des millions, des dizaines de millions, t'as même le père qui finance l'écurie. Je peux comprendre qu'à la place de As, on aille chercher Mazepin. Maintenant, sur les écuries de milieu de tableau, là, j'ai peut-être un peu plus de mal. Je pense qu'avant de briller, il faut exister. Et pour exister, il faut ces mecs-là, à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il y a une volonté de pérenniser le sport. Et c'est pas en étant bon que tu pérennises le sport, c'est avec du pognon, en fait. Donc, je comprends. C'est pas beau. C'est là qu'on voit que, en fait, les stratégies ont leurs limites et que, voilà, on est obligé d'en passer par là. En attendant, on n'aurait plus de Force India et donc pas d'Aston Martin s'il n'y avait pas Lawrence Stroll. On n'aurait plus de Haas s'il n'y avait pas Dimitri Mazepin. Et on n'aurait plus de Williams, une écurie mythique de la F1 sans Nicolas Latifi. C'est-à-dire que la F1 a même intérêt à l'entrée de ces acteurs-là, parce que sinon, tu l'as dit, aujourd'hui, on aurait peut-être un plateau avec 2 ou 3 acteurs. Et aujourd'hui, Lance Stroll. Alors, ça a été très drôle de se moquer de lui. Ça a été facile de se moquer de lui. En attendant, ce mec a une pole position en Formule 1, ce mec a mené des grands prix de Formule 1, et il nous a fait quand même de belles choses. C'est pas évidemment le talent brut, diamant qu'on a vu arriver en Lewis Hamilton en 2007. C'est pas Max Verstappen, je suis bien d'accord. Pilote payant ou pas, des Verstappen ou des Hamilton, il y en a un par décennie. Enfin voilà, et on a la chance d'en avoir 2 déjà à ce niveau-là comme ça. Et des très bons pilotes, il y en a, et c'est tous des très très bons pilotes. Lance Stroll, Nicolas Latifi et Nikita Mazepin aussi, ce sont tous des très bons pilotes en soi. Il faut arrêter. Ils sont meilleurs que nous, ça c'est sûr. Mais attends. Sauf toi, mais. Alors, là, on parle entre nous. Là, on parle nous 3, là. On parle des pilotes de trottinette. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a tendance à zapper vraiment que c'est le haut du panier quand même, et que tu peux être dans le haut du panier et avoir quand même des budgets. C'est ce que Villeneuve disait. Il dit on n'est pas contre l'argent, on est contre l'argent sans talent. Et en l'occurrence, oui, Mazepin il fait des bêtises, mais c'est sa première saison en F1. Et Lance Stroll il en a fait des bêtises aussi dans sa première saison. Et il en fait encore. Mais pour autant, il est performant. Dernière question pour toi, Théo. Est-ce que la F1 a vraiment raté des talents ces dernières années? Je sais que tu suis bien sûr le sport automobile, tu suis la F1. Est-ce qu'il y a un exemple comme ça qui te vient en tête de mec qui n'a pas eu l'occasion de réussir en F1, qui aurait réussi par exemple en F2, en F3 ou dans les formules inférieures et où tu dis mince, ouais, lui c'est l'exemple même du mec qui aurait mérité d'aller en F1 et qui n'a pas eu la chance? Honnêtement, compliqué d'en choisir un. C'est vrai qu'il y a l'exemple Nick De Vries. Après, je pense que les gens ont tendance à oublier que Nick De Vries, il a fait peut-être minimum 5-7 ans d'antichambre de F1. Formule Renault 3.5, GP2, F2, Prema, Art, Racing Engineering, il les a tous fait. Le truc, c'est que il avait une expérience à la fin pour être champion, normal, j'ai envie de dire, d'être champion. Ouais. C'est quoi le cut? C'est quoi la limite? Est-ce que c'est 2 ans qu'il faut faire en F2 entre guillemets, et à partir de 3 ça commence à être quelque chose où on se dit ça force un peu? Ah oui, je pense. 2 ans, c'est normal. Je veux dire, c'est une année pour apprendre, une année pour gagner. Comme Mick. Voilà, Pierre Gasly a fait ça, Mick. Mais après, Charles aussi, non? Charles, non, il a fait un an. Comme Russell, ils ont fait GP3, F2, ils ont gagné tout de suite. Mais avec Prema, Charles, oui. Oui, avec Prema, avec Art en GP3. Mais bon, 2 ans, c'est normal. 3 ans, après, sûr qu'avec les budgets et tout, beaucoup de pilotes ne peuvent pas suivre. C'est impossible. Après, pour répondre à ta question, on ne le sait pas. On ne le saura pas. C'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai. En 2013, qui était champion de GP2 en 2013? Vadzeski, non? Fabio Leimer. Ah non, tu vois. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Exactement. En 2012, Davide Valsecchi. Valsecchi aussi, quand même. Pilote réserve Lotus, mais on ne sait pas. Donc on ne sait pas au final ce que ça aurait pu donner. Mais aussi, on dit ça, on est un peu plus pointilleux parce qu'on est dans une phase où il y a énormément de renouvellement là depuis quelques années. Il y a des dinosaures qui s'en vont. Alonso s'est en allé. Bon, il est revenu, mais il s'est en allé. Hülkenberg est parti. Raikkonen s'en va. Arrête-toi. Je veux dire, les années 2010, c'était entre guillemets l'apogée de certains. On avait encore un Button très fringant, on avait Alonso qui avait encore 6-7 ans devant lui, Hamilton était
dans sa montée de carrière, Nico Rosberg, c'est des mecs qui sont arrivés en 2005-2006 et qui ont tous fait une grosse dizaine d'années. Donc il y a des périodes en fait pour le renouvellement. Et là, en ce moment, c'en est une. Et elle commence à se terminer un petit peu cette période parce que des jeunes, il commence à y en avoir beaucoup. Et il n'y a plus beaucoup de dinosaures à partir. Et Raikkonen est un dernier. Au-delà de l'aspect financier qu'ils apportent, les Mazepin, les Stroll, etc. Et au-delà éventuellement des jeunes talents qu'on aurait pu rater, c'est surtout les pilotes comme Hülkenberg, qui sont de bons pilotes de F1, qui eux doivent quitter la F1. Moi, c'est peut-être ces pilotes-là où j'ai peut-être un peu plus... c'est peut-être plus dommageable de perdre un Nico Hülkenberg. Exactement. Voilà les amis, en tout cas pour ce débat, l'ascenseur est-il bloqué entre la F2 et la F1 ? On aura essayé en tout cas de vous apporter des éléments de réponse. N'hésitez pas à commenter bien sûr cette vidéo pour nous donner votre avis et puis à nous joindre via les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, pour poursuivre le débat jusqu'au bout de la nuit. On adore ça. Généralement, ça dure parfois quelques semaines entre chaque Grand Prix. On continue le débat entre nous et avec vous, chez vous, bien évidemment. Allez, avant de refermer cette très longue émission, je propose qu'on passe quand même au quiz, histoire de rire et de profiter des derniers instants avec Théo Pourchère. Quiz spécial F2. Oui, on n'en a jamais fait des quiz F2 depuis le début de l'histoire de cette émission. Alors quand je dis F2, il y aura aussi bien sûr de la F3000 et il y aura bien évidemment des GP2 Series. Comme ça, voilà, on reste bien sûr dans l'antichambre de la Formule 1. Questionnaire individuel, Théo versus Hamza versus Brice. Comme ça, ça sera très très bon. Très peur. Et voilà. Là, on va commencer par un petit question-réponse. T'inquiète pas, Théo, tu verras, il y a plein de réponses que tu as, je suis persuadé. Il y a même des questions sur ta vie, je crois, il me semble. Oh là. Pour essayer de faire monter un mangé quoi samedi soir le score. Première question. Comment s'appelait la catégorie qui a remplacé l'appellation F2 GP2. Non, entre 85 et 2005. Entre 85 et 2005. Avant, il y avait F2, et puis entre 1985 et 2005, il y a eu... F3000 Théo, bravo. Vous n'avez pas écouté la fin de la question? Si, mais je me suis dit... trop évident. Ouais. Quel ancien pilote et père de pilote a été le promoteur de la F2 lorsqu'elle a été réintroduite? Tu le sais? Il me semble. Ouais. Edgar Soirée? Non, pas Edgar Soirée. Mais c'est peut-être un bon pistonné. On en a parlé dans cette émission. Oh là. C'était Jonathan Palmer, le père de Jonathan Palmer. Ok. Quelle écurie de F1 est en charge de la construction des monoplaces à son retour au retour de la F2 en 2008? C'est pas Dallara? Non, c'est pas Dallara. Le moteur c'était Audi à l'époque. Et il y a j'en ai aucune. le moteur à l'époque c'était Audi et il y a eu le constructeur de châssis. C'est une écurie mythique de la Williams, Formule 1. non? C'est Williams. Bravo. Okay. Bravo. Williams Audi, purée. Ouais, Williams Audi. Pas mal. Mix, c'est on n'a jamais vu avant. Qui est le plus jeune vainqueur en F2? Théo Pourchère. Il a été classe. Il a été classe parce qu'il l'a pas dit. À quel âge? 17 ans. Bravo. Attends. Et Oula, il est chaud. Il est en août, ça arrive en mai. Donc 3 et 9 mois. Mais méfie-toi. Écoute, je sais pas, mais 17 ans, c'est sûr. Grâce, mon pote. Ta plus grande groupie. Ta plus grande groupie de France vient de Savoie. Elle est en plateau aujourd'hui avec nous. Haute-Savoie. Et le précédent record était pour qui? Vous avez une idée? Lando Norris. Bravo, monsieur. Merci. Il a pas dit moi, alors de dire moi. Qui détient le plus de victoires en course longue et sprint confondus cette saison? Oscar Piastri. Non. Porsche. C'est Théo. Zou. J'ai pas dit qu'il y en avait qu'un. Oscar Piastri et lui. Je vais pas dire moi. Non. Et qui? Oscar Piastri et Théo. Ah non. Toi, Théo, tu l'as. Piastri Zou. Piastri. Ouais, Piastri Zou. Piastri Zou, ouais. C'est ça. Exactement. Piastri, Je ne mets pas celui-là. Qui détient le... Attends, hop. Quelle est la nationalité la plus représentée cette année en F2? J'ai halluciné. On n'en voit plus en Formule 1 des Brésilien. C'est brésilien. Brésilien, oui. Exactement. Mister Brice. Tac. Quel est le pilote? Alors là, on parle de GP2. Quel est le pilote à avoir le plus gagné en GP2? Je vous ai mis ce pilote-là parce qu'en fait, de F3000, GP2 et F2, c'est le mec qui a le plus grand nombre de victoires. Sur une saison ou... Sur tout son passage en antichambre. C'est 11 victoires en 43 courses. Artem Markelov. C'est pas Markelov. 11 victoires en 43 11 victoires. Quelque chose. Ouais, il a fait un court passage en Formule 1, ça a duré 2 ans, je crois. 2 ans et demi. Van Dorn. 2 ans. Algar Soirée. Van Dorn. Non. Van Dorn, exactement. 4 points pour Brice. Tac. Vrai ou faux? Romain Grosjean a gagné plus de courses de GP2 que Lewis Hamilton. Vrai. Ouais, ça c'est Il a raison, ouais. Il a raison. 9 victoires mais pour il a Romain pas eu le temps. Grosjean qui a passé plus de temps aussi en Ouais, GP2 que Lewis Hamilton. Vrai ou faux? Maldonado a plus gagné en GP2 que Verstappen. Ah bah, forcément. ouais.
Forcément, puisque Verstappen n'est pas passé par le GP2. Combien de Français êtes-vous capable de me citer ayant été champion en F2, F3000 et GP2? C'est un jeu d'enchères. Waouh. C'est-à-dire, c'est un jeu d'enchères. C'est-à-dire le nombre de Français que vous connaissez qui avaient été champions, vous me dites un chiffre. Celui qui me dit le plus grand nombre autour de ce plateau défend le Grisby. Et là, je lui fais gagner un super bonus. C'est-à-dire qu'il égalise avec le leader. Waouh. C'est un cadeau pour Hamza. Moi, je dis 3 ouais, j'avoue. Je dis 3 ou 4, mais. Ah, j'en ai 3 ou 4 Ouais. Je dis 3 pour commencer, on verra. Tu vois. 3 Ok. Hamza Non, Non je suis pas. Théo, tu peux. Moi, Je de sais tête, pas. allez, F3000, je sais pas, mais bon, allez, j'en ai 2. T'en as 2 Deux. Ok. On laisse. Donc, je tente 3. Vas-y, tente 3. Donc, Gasly, Ouais, Grosjean, ouais. et je tente Panis. Oui, 1993, Oh, bien joué. bravo. Il y avait Jean Alési 89, il y avait Éric Coma 90, Jean-Christophe Bouillon 94, Bourdet 2002 aussi. Oh. Voilà, il y en avait Purée, quelques. il y a longtemps avant d'arriver quelques-uns. Bourdais, hein. Du coup, Brice, ce que je vous propose, les amis, c'est que Brice égalise. Enfin, tu sais, non, enfin. Bref. Non. Non, Brice vraiment passe devant, mais il est gentil, Brice, parce qu'il vous offre ses points. Eh bien, tout le monde est à 4, c'est absolument extraordinaire et ça me Je sais pas qui a régale. conçu ce jeu. Juste des petites questions très rapidement. Pourquoi le format de F2 est passé à 3 courses par week-end? Pour éviter les coups, Bravo, magnifique. Quel est le seul numéro à avoir été retiré de l'histoire de la F2? le 19. 19. Le 19, bien évidemment. Et on a une pensée pour Antoine Hubert. Et quel est le pilote à avoir parcouru le plus de courses? Ça, je vous ne la pose pas. C'est Johnny Cecotto Junior, voilà, illustre inconnu, mi-allemand, mi-vénézuélien, entre 2010 et 2015. Garçon que vous avez tous oublié. Les amis, on va se départager très rapidement, puisque vous êtes à égalité, avec une petite énumération. C'est juste pour le plaisir de jouer comme ça. Je sais que c'est très long Les cette champions, émission, ça va être. mais on s'en régale. Tous les champions de l'histoire du GP2 et de la F2. Rangez-moi toutes vos tablettes, les amis. Et on attaque avec Théo, parce que c'est notre invité qu'on aime beaucoup. Donc là, tous les champions. Ouais, en fait, c'est chacun cite un champion. En fait, Voilà. dès que tu te trompes, t'as perdu, quoi. Voilà, dès Allez. que tu te trompes, t'as perdu, c'est ça. Schumacher. Alors, attends. Mick. Oui, pardon, Oui, excuse-moi. Mick. Oui, parce que moi, je suis un Pensez à vieux. Mick. Moi, je suis un Ouais. vieux. Je pensais à Michael. pareil. Bravo, Schumi, bravo. F2, du coup, pas F3000, ça. F2 et GP2. Ok. Lewis Pas Hamilton. F3000. Lewis Hamilton, c'est bon. Pierre Gasly. Pierre Gasly, c'est bon. Hülkenberg. Hülkenberg, c'est T'as bon pas aussi. le droit, c'est mon gars. Rosberg. Rosberg, c'est bon aussi. Nick De Vries. Nick De Vries, tout à fait, 2019. Leclerc. Leclerc, tout à fait, en effet, 2017. Pastor Maldonado. Pastor Maldonado, bravo, 2010. Romain Grosjean. Grosjean, oui, tout à fait. J'ai cru qu'on l'avait déjà dit. on l'a dit avant. Grosjean, c'était en quelle année? C'était 2011. Russell. Russell, oui, tout à fait, bien sûr. 2018, Russell. Mais là, De Norris, Ouais, on l'a dit. Vous êtes chaud, les gars. Non, mais il le gagne pas. Valsecchi. Ah, Il est bon, lui. Il est bon, lui. Bon, Bah, ouais, c'est qui, tout à fait, 2012. bon, bah, je dirais Eric Coma, mais. Bah ouais, hein, du coup. Eric Coma. Bah non, Pourquoi bah, j'avais pas dit F3000. Ah Allez, là merci, là, au revoir, l'erreur. Théo. C'est un one-on-one, C'est Théo. la spéciale. Eh, Quand tu mènes pourtant, le Brice, quiz, Brice, ouais. il a tout éclaté au Ah quiz. là. Il vous offre ses points gentiment. C'est Et gentil. voilà, ça se Ouais, termine. bien sûr. Théo, t'en as un autre ou pas? Ouais. Palmer. Julian Palmer. Julian J'ai pas Palmer, dit ça. on l'a pas dit. Si, Non, si. Non, on Non, l'a on l'a pas pas dit. dit. On l'a pas dit. on l'a pas dit. Hamza, est-ce que tu peux répliquer? C'est un instant critique. Hamza, on est dans un instant critique de ta stratégie. Hammer time. It's hammer time. Tiens, box. Je sais pas. T'en as pas? T'es sûr? Il y en a un quand même, on l'a bien oublié. Ouais, il y en a un qu'on a bien oublié, il a raison. Il y en a deux. On l'a dit, Van Dorn. Ah là là. Ah non, On l'a j'aurais pas dû dit. le taire. On l'a pas dit. Est-ce que t'en as un autre? Et Théo. je sais pas s'il a été champion. Vas-y. Et je vais me lancer. Felipe Nasser. Philippe Nasser n'a pas été champion. Est-ce qu'il y en a Ah, un autre? aïe. Ça peut peut-être être un match nul, les amis. Ce serait la Aïe, première fois de l'histoire aïe, qu'on aïe. terminerait sur un nul. Pense aux 29 points. Il y a- C'est vrai qu'on les a quasiment tous dit, les gars. Il y en a un, tiens, un mec qui est arrivé à être en Formule 1 avant d'être champion en GP2 à l'époque. Bah, Grosjean. Ah. Oui, il y avait lui, mais il y en a un autre surtout. Non. Mais, qui n'est pas revenu après son titre. Moi, C'est-à-dire je qu'il a l'ai été pas en vu. F1 avant. Tu l'as ou pas? Non, C'est un non, je- Italien. Vous l'avez pas? Ah. Non. Non, mais non. Luigi. Non. Luigi, non. Un Il Italien fait qui a pas de la été- F2 Giorgio après. Pantano. Oh, Je me ouais, rappelle ouais, plus. Oui, Voilà. d'accord, oui. Mais c'est un match nul, les amis. C'est un match nul, C'est mais beau.
puisque bien Je ne méritais évidemment pas ce match. les invités ont toujours raison, c'est Théo qui remporte ce quiz. Bien Les sûr. amis, qui repart C'est avec la gentil. coupe. Ce qu'on fait, c'est qu'on te laisse la coupe du quiz qui n'est pas là. Et en échange, si tu veux, tu peux nous laisser en gage une de tes coupes de F2. À la limite, Allez. on est preneur, bien évidemment. La Coupe de Monaco. C'est bon. Théo, merci beaucoup d'être venu avec nous, nous avoir accordé comme ça Merci. autant de temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un titre de champion? Un titre de champion, c'est l'objectif de cette année. Ouais. C'est important. Eh ben, Plus qu'une place chez Alpha On recommence. 2 heures après C'est bon. Une place chez Alpha. Ça. Je suis d'accord. merci Théo, on sera derrière toi en tout cas pour suivre bien sûr toutes tes aventures en fin de saison de cette saison et puis la saison prochaine et puis jusqu'à la fin bien évidemment de ta carrière. Merci beaucoup à Hamza et Brice pour leur habituelle humeur et puis surtout ces très très beaux décryptages comme ça semaine après semaine. Je vous rappelle les nouveaux rendez-vous de la toute nouvelle formule des pistonnés le samedi dès 19h en direct sur Winamax TV après la séance de qualification pour débriefer justement ces qualifs et se briefer sur la course. Et puis on aura rendez-vous le lundi directement avec le débrief à chaud. Et puis le mercredi, la Formule Magazine, les interviews, les débats, les quiz, bref, tout ce dont vous avez pris l'habitude maintenant depuis près de 3 ans. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous contacter sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Ciao.